Bonjour à tous et à toutes. Méditer au quotidien du vénérable Enepola Gunaratana, chapitre 8. Nous étions sur traiter les problèmes. Problème numéro 11, résistance à la méditation. Il arrive des moments où vous n'avez pas envie de méditer. L'idée même vous paraît insupportable. Manquer une fois, une séance n'a que peu d'importance. Mais on en prend vite l'habitude. Il est plus sage de persévérer malgré la résistance. Prenez la posture quoi qu'il en soit. Observez le sentiment d'aversion. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une émotion passagère qui s'évaporera sous vos yeux. 5 minutes après, ce sera fini. Dans d'autres cas, il s'agit d'une mauvaise humeur qui peut durer plus longtemps. Mais cela passe aussi. Et il vaut mieux vous en débarrasser avec 20 ou 30 minutes de méditation que de la laisser vous gâcher toute une journée. Dans d'autres cas, la résistance peut provenir d'une difficulté que vous rencontrez dans la pratique elle-même. Vous pouvez la connaître ou non. Si le problème est connu, traitez-le par l'une des techniques indiquées dans ce manuel. Une fois le problème résolu, la résistance sera vaincue. S'il est inconnu, il va vous falloir de la ténacité pour le faire sortir. Conservez simplement la posture et observez avec attention. Lorsqu'enfin la résistance aura achevé sa course, elle passera. Et le problème qui en était la cause fera probablement surface à la suite. Vous pourrez alors vous en occuper. Si la résistance à la méditation est une caractéristique habituelle de votre pratique, il vous faut alors suspecter l'existence d'une erreur difficile à percevoir dans votre attitude. La méditation n'est pas un rituel effectué dans une posture particulière. Ce n'est pas un exercice pénible ou un moment obligatoire à passer pendant lequel on s'ennuie. Il ne s'agit pas d'une obligation austère, solennelle. Méditation égale attention. C'est une nouvelle façon de voir, une forme de jeu. Elle est votre amie. Regardez-la ainsi, et la résistance s'évanouira comme une fumée dans la brise de l'été. Si vous avez essayé toutes les approches ci-dessus, et que la résistance demeure, alors il y a un problème. Il peut se produire certains obstacles métaphysiques dans lesquels un méditant peut tomber et qui dépassent largement le sujet de ce manuel. Les débutants ne les rencontrent habituellement pas, mais cela peut arriver. N'abandonnez pas, trouvez de l'aide. Trouvez des enseignants qualifiés de la méditation Vipassana et demandez-leur de vous aider. Ils le feront, c'est leur rôle. Problème numéro 12. Torpeur ou engourdissement. Nous avons déjà parlé du phénomène de l'engourdissement du mental. Mais il existe une route spéciale qui y mène dont vous devez vous méfier. Il peut se produire en corollaire d'un approfondissement de la concentration. À mesure que votre relaxation s'approfondit, les muscles se détendent et la transmission nerveuse se modifie, ce qui induit un sentiment de grand calme et de légèreté dans le corps. Vous vous sentez très tranquille et quelque peu séparé du corps. C'est un état très agréable et au début, votre concentration est très bonne, bien centrée sur la respiration. À mesure que le temps passe, les sensations agréables s'intensifient et viennent distraire l'attention de la respiration. Vous commencez réellement à y prendre plaisir et votre attention décroît considérablement. Elle finit par se disperser, se laissant mollement porter par des nuages de félicité. Le résultat est un état très peu attentif, une sorte de stupeur extatique. Naturellement, le remède est l'attention. Observez attentivement ces phénomènes et ils disparaîtront. Lorsque des états bienheureux apparaissent, acceptez-les. Il n'est pas nécessaire de les éviter, mais n'en devenez pas prisonnier. Ce sont des sensations physiques. Traitez-les comme telles. Observez les sensations en tant que sensations. Observez l'engourdissement en tant que
engourdissement. Observez leur apparition et observez leur disparition. Ne vous laissez pas prendre au piège. Vous aurez des problèmes dans votre méditation. Tout le monde en a. Vous pourrez les traiter comme de terribles tourments ou comme des défis à relever. Si vous les voyez comme des fardeaux, vos souffrances ne feront que croître. Si vous les considérez comme des occasions pour apprendre et progresser, vos possibilités spirituelles sont illimitées. Traitez les distractions grand 1. À un certain point, tous les méditants expérimentent des distractions pendant leur pratique, et des méthodes sont nécessaires pour les traiter. Quelques stratagèmes ont été inventés pour vous aider à vous remettre en selle plus rapidement que si vous essayez de vous en sortir par un pur exercice de volonté. La concentration et l'attention marchent la main dans la main. L'une complète l'autre. Si l'une est faible, l'autre souffrira. Généralement, les mauvais jours sont ceux où la concentration est faible. Votre esprit n'arrête pas de tourner en rond, et il vous faut une méthode pour rétablir votre concentration, même en face d'adversité mentale. Heureusement, il en existe. Vous pouvez même choisir parmi un éventail de stratagèmes traditionnels. Tactique numéro 1, évaluer la durée. La première technique a été effleurée dans un chapitre précédent. Une distraction vous a éloigné de la respiration et vous constatez soudain que vous étiez en train de rêver. L'astuce consiste à vous sortir complètement de ce qui a été pris sur vous pour que vous puissiez retourner à la respiration avec une pleine attention. Faites-le en évaluant la durée pendant laquelle vous avez été distrait. Il ne s'agit pas d'un calcul précis. Vous n'avez pas besoin d'un chiffre, mais seulement d'une approximation. Vous pouvez l'évaluer en minutes ou en termes de contenu de pensée. Simplement, vous vous dites « Eh bien, j'ai été distrait pendant environ 2 minutes. » Ou bien « Depuis que le chien a aboyé. » Ou alors « Depuis que j'ai commencé à penser à l'argent. » Lorsque vous commencez à utiliser cette technique, vous vous parlez à vous-même dans votre tête. Mais une fois que vous en avez pris l'habitude, vous pouvez abandonner cette façon de faire et l'action devient très rapide et muette. L'important, souvenez-vous-en, est de sortir de la distraction et de retourner à la respiration. Vous sortez de la pensée en faisant l'objet de votre inspection pendant une période juste suffisante pour glaner une approximation de la durée de la distraction. L'intervalle en lui-même n'est pas important. Dès que vous êtes libéré de la distraction, abandonnez et revenez à la respiration. Ne restez pas accroché à l'évaluation. Tactique numéro 2, respirez profondément. Lorsque le mental est difficile à contrôler, agité, vous pouvez souvent rétablir l'attention au moyen de quelques respirations rapides et profondes. Inspirez l'air avec force et expirez de même. La sensation dans les narines en est accrue, ce qui facilite la focalisation. Employez une importante dose de volonté et appliquez aussi une certaine force à votre attention. Souvenez-vous que la concentration peut être accrue par la force et vous retrouverez probablement votre pleine attention bien assise sur la respiration. Tactique numéro 3, comptez. Compter les respirations à mesure de leur passage est un procédé hautement traditionnel. Certaines écoles en font leur tactique principale. Vipassana utilise le procédé de la manière accessoire pour rétablir l'attention et renforcer la concentration. Comme nous l'avons vu au chapitre « La pratique », vous pouvez compter les respirations de différentes manières. Mais souvenez-vous de garder votre attention sur la respiration. Après avoir effectué votre comptage, vous remarquerez probablement un changement. La respiration se ralentit ou elle devient légère et fine. C'est le signal psychologique de ce que la concentration s'est établie. À ce moment, la respiration est généralement si légère, si rapide et douce que vous ne pouvez pas distinguer clairement
l'inspire de l'expire. Ils paraissent se fondre l'un dans l'autre. Vous pouvez alors compter les deux ensemble, comme un cycle unique. Continuez votre comptage, mais seulement jusqu'à 5, pour couvrir 5 séances de respiration complète. Puis, recommencez. Lorsque compter devient une gêne, passez au stade suivant. Oubliez les chiffres et oubliez le concept d'inspiration et d'expiration. Plongez directement dans la pure sensation de la respiration. L'inspiration se fond dans l'expiration suivante. Une respiration se fond dans celle qui la suit en un cycle sans fin de souffle pur et égal. Tactique numéro 4. Inspire, expire. C'est une alternative au comptage qui fonctionne essentiellement de la même manière. Dirigez simplement votre attention sur la respiration et étiquetez chaque cycle avec les mots inspire, expire. Continuez ce procédé jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de ces concepts. Alors, abandonnez-les. Tactique numéro 5. Annuler une pensée par une autre. Certaines pensées ne veulent simplement pas partir. Nous sommes des êtres obsessionnels. Nous avons tendance à nous enfermer dans certaines choses, des imaginations sexuelles, des soucis ou des ambitions par exemple. Nous nourrissons ces complexes de pensées pendant des années et leur donnons beaucoup d'activités en jouant avec eux et à nos moments de loisirs. Puis, lorsque nous nous mettons à méditer, nous leur ordonnons de s'en aller et de nous laisser en paix. Il est peu surprenant qu'ils ne nous obéissent pas. Ces pensées persistantes demandent une approche directe, une attaque frontale de grande envergure. La psychologie bouddhiste a développé un système particulier de classification. Plutôt que de diviser les pensées en bonnes et mauvaises, les bouddhistes préfèrent les considérer comme habiles et malhabiles. Une pensée malhabile est une pensée liée à la convoitise, à l'aversion ou à la haine. Ce sont celles avec lesquelles le mental construit le plus facilement des obsessions. Elles sont malhabiles en ce sens qu'elles éloignent du but de la libération. Les pensées habiles, au contraire, sont celles liées à la générosité, à la compassion et à la sagesse. Elles sont habiles au sens où elles peuvent être utilisées comme des remèdes spécifiques contre les pensées malhabiles et nous assister sur le chemin de la libération. Il n'est pas possible de conditionner la libération. Il ne s'agit pas d'un état construit à partir de pensées. Il n'est pas possible non plus de conditionner les qualités personnelles que produit la libération. Des pensées de bienveillance peuvent induire un semblant de bienveillance, mais ce n'est pas le véritable état. Il cédera sous la pression. Des pensées de compassion produisent seulement une compassion superficielle. Par suite, ces pensées habiles ne vous feront pas sortir du piège par elles-mêmes. Elles sont habiles seulement si elles sont utilisées comme antidote au poison des pensées malhabiles. Des pensées de générosité peuvent temporairement annuler la convoitise. Elles la repoussent au loin pendant une durée suffisante pour que l'attention fasse son travail sans obstacle. Puis, lorsque l'attention a pénétré jusqu'à la racine du processus de l'ego, l'envie s'évapore et la vraie générosité apparaît. Ce principe peut être utilisé au jour le jour dans votre propre méditation. Si vous êtes tourmenté par une obsession particulière, vous pouvez l'annuler en engendrant son opposé. Voici un exemple. Si vous avez une hostilité farouche envers Charles et que sa tête renfrognée n'arrête pas de vous venir à l'esprit, essayez de diriger un courant d'amour et de générosité envers lui. Vous vous débarrasserez probablement de l'image mentale directe. Alors, vous pourrez vous mettre à méditer. Parfois, cette tactique employée seule ne marche pas. L'obsession est trop forte. Dans ce cas, il faut diminuer son emprise avant de pouvoir l'équilibrer avec succès. C'est ici que le sens de la culpabilité, l'une des émotions humaines les plus illégitimes, trouve finalement une certaine utilité. Regardez une bonne fois la réponse émotionnelle
dont vous voulez vous débarrasser. Considérez-la vraiment à fond. Voyez comment vous vous sentez sous son emprise. Regardez l'influence qu'elle exerce dans votre vie, son effet sur votre joie de vivre, votre santé, vos relations de toutes sortes. Essayez de voir comment les autres vous regardent. Voyez encore comment vous êtes empêché de progresser sur la voie de la libération. Les Écritures palies vous invitent de manière présente à faire ce travail de façon véritablement approfondie. Elles vous invitent à faire naître en vous le même sentiment de dégoût que celui que vous auriez si vous étiez obligé de vous promener avec la carcasse en décomposition d'un animal mort attaché autour du cou. Vous devez éprouver un réel dégoût. Cette étape, à elle seule, peut en terminer avec le problème. Si cela ne suffit pas, alors équilibrez ce qui en reste en faisant surgir de nouveau l'émotion opposée. Les pensées de convoitise couvrent tout ce qui est en relation avec le désir, depuis l'avarice la plus sordide pour les possessions matérielles, jusqu'à un désir subtil d'être respecté pour vos qualités morales. Les pensées de haine couvrent toute la gamme depuis l'humeur très légèrement maussade jusqu'à la rage meurtrière. Et l'ignorance couvre tout ce qui va du simple rêve éveillé jusqu'à une réelle hallucination. La générosité annule la convoitise. La bienveillance annule la haine. Vous pouvez trouver un antidote spécifique pour toute pensée qui vous trouble si vous réfléchissez un moment. Tactique numéro 6. Vous souvenir de votre but. Il arrive des moments où des choses apparaissent dans l'esprit, apparemment au hasard. Des mots, des phrases sortent de l'inconscient sans aucune raison discernable. Des objets apparaissent, des images se produisent et disparaissent. C'est une expérience tout à fait déconcertante. Le mental ressemble à un drapeau qui flotte par un fort vent. Il est emporté en tous sens, comme des vagues sur l'océan. Lorsque cela se produit, il suffit souvent de se souvenir de la raison pour laquelle vous êtes là. Vous pouvez vous dire « Je ne suis pas ici simplement pour perdre mon temps avec ces pensées. Je suis ici pour me concentrer sur la respiration, qui est universelle et commune à tous les êtres vivants. » Parfois, le mental se calmera avant même que vous ayez terminé cette récitation. À d'autres occasions, il peut être nécessaire de la répéter plusieurs fois avant de vous retrouver centré sur la respiration. Ces techniques peuvent être utilisées séparément ou en combinaison. Correctement employées, elles constituent un arsenal efficace pour votre combat contre le mental singe. Traiter les distractions, grand 2. Ça y est, vous êtes en train de méditer merveilleusement. Votre corps est complètement immobile et votre mental entièrement tranquille. Vous voguez en paix en observant simplement le flux de la respiration. Inspire, expire. Inspire. Calme, serein et concentration. Tout est parfait. Et puis tout à coup, quelque chose de complètement différent fait irruption dans votre esprit. Je mangerai bien une glace. C'est une distraction évidemment. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous vous en rendez compte et vous vous hissez de nouveau vers la respiration, puis retournez au flux tranquille. Inspire, expire, inspire. Et puis, est-ce que j'ai payé cette facture de gaz ? Une autre distraction. Vous la remarquez également et vous revenez à la respiration. Inspire, expire, inspire. Le nouveau film de science-fiction est sorti. J'irai bien le voir mardi. Non, pas mardi, j'ai trop de travail. Mercredi. Mieux vaut jeudi. Encore une distraction. Vous en sortez et revenez à la respiration. Sauf que vous n'y arrivez pas vraiment, car avant cela, il y a une petite voix qui continue dans votre tête. Ce que je peux avoir mal au dos, et ainsi de suite. Distraction après distraction, apparemment sans fin.
Quel ennui! Mais c'est exactement ce dont il s'agit. Ces distractions constituent en réalité tout le sujet. La clé est d'apprendre à les remarquer sans en être prisonnier. C'est ce pourquoi nous sommes là. Ces distractions mentales sont à coup sûr déplaisantes, mais c'est la manière normale de fonctionner du mental. Ne la regardez pas comme votre ennemi, c'est la simple réalité. Et si vous voulez changer quelque chose, le premier pas est de voir les choses comme elles sont. Lorsque vous prenez la posture pour vous concentrer sur la respiration, vous êtes vite frappé par l'incroyable niveau d'activité du mental. Il bavarde, cabriole, vire de bord, change de sujet, revient en arrière, repart en flèche, tourne constamment en rond sur lui-même, réfléchit, imagine, rêve tout éveillé. N'en soyez pas tourmenté. C'est naturel. Lorsqu'il s'éloigne du sujet de méditation, observez simplement la distraction avec attention. Lorsque nous parlons de distraction dans la méditation de la vision intérieure, nous voulons parler de toute préoccupation, quelle qu'elle soit, qui détourne l'attention de la respiration. Ceci introduit une nouvelle règle d'importance majeure pour votre méditation. Lorsqu'un état mental suffisamment fort pour vous distraire de l'objet de méditation apparaît, tournez brièvement votre attention sur la distraction. Faites de la distraction un objet temporaire de méditation. Veuillez s'il vous plaît bien noter le mot temporaire, il est très important. Nous ne sommes pas en train de vous conseiller de changer d'objet en cours de route. Nous ne vous invitons pas à adopter un nouvel objet de méditation toutes les 3 secondes. La respiration restera toujours votre focalisation primordiale. Vous dirigez votre attention sur la distraction pendant le temps nécessaire pour noter certaines choses spécifiques la concernant. De quoi s'agit-il? Quelle est sa force? Quelle est sa durée? Aussitôt que vous avez répondu sans parole à ces questions, vous en avez fini de votre examen et vous reportez votre attention sur la respiration. Ici encore, veuillez bien noter les mots-clés sans parole. Ces questions ne constituent aucunement une invitation à accroître le bavardage mental. Ce serait vous conduire dans la mauvaise direction vers plus de pensées. Or, nous souhaitons que vous éloigniez de la pensée pour revenir à une expérience directe, silencieuse et non conceptuelle de la respiration. Ces questions ont pour but de vous délivrer de la distraction et de vous donner une compréhension de sa nature, non de vous trouver encore plus profondément en son pouvoir. Elles vous mettront à l'écoute de ce qui vous distrait et vous aideront à vous en débarrasser. Le tout à la fois. Voici le problème. Quand une distraction ou quelque état mental que ce soit apparaît dans l'esprit, il fait éclosion d'abord dans l'inconscient. Ce n'est qu'une fraction de seconde plus tard qu'il s'élève dans le mental conscient. Cette fraction de seconde est très importante, car elle suffit pour que l'attachement se produise. La saisie s'effectue presque instantanément et elle a d'abord lieu dans l'inconscient. Aussi, au moment où elle parvient au niveau conscient, vous avez déjà commencé à vous y attacher. Il est alors tout à fait naturel de poursuivre le processus en devenant de plus en plus étroitement prisonnier de la distraction à mesure que vous l'observez. Et vous vous trouvez en train de penser la pensée. Au lieu de la voir avec l'attention pure, la séquence entière se produit en un flash. Au moment où vous devenez conscient d'une distraction, vous êtes déjà enlisé. Les 3 questions constituent alors un remède habile contre cette maladie spécifique. Pour y répondre, vous devez évaluer la qualité de la distraction, ce qui n'est possible que si vous mettez mentalement en retrait et la regardez objectivement. Il faut arrêter de penser la pensée ou de ressentir l'émotion afin de les voir comme un objet à inspecter. Ce processus est en lui-même un exercice de l'attention, conscience détachée, non impliquée. L'emprise de la distraction est ainsi rompue et l'attention reprend le contrôle. À ce point, elle effectue un mouvement de transition douce
vers son centre primordial et vous revenez à la respiration. Au début, quand vous commencerez à pratiquer cette technique, vous serez probablement obligé de le faire avec des mots. Vous vous poserez mentalement les questions avec des mots et obtiendrez des réponses avec des mots. Toutefois, cela ne prendra pas longtemps avant que vous puissiez vous dispenser de la formalité des mots. Une fois les habitudes mentales en place, vous notez simplement la distraction, ses qualités et retournez à la respiration. C'est un processus non conceptuel et très rapide. La distraction elle-même peut être de n'importe quelle nature. Un son, une sensation, une émotion, une imagination. Quelle qu'elle soit, n'essayez pas de la réprimer. N'essayez pas de la chasser de force. Ce n'est pas nécessaire. Observez-la simplement avec l'attention pure. Examinez la distraction sans utiliser de mots, et elle disparaîtra d'elle-même. Vous constaterez que votre attention retourne sans effort à la respiration. Et ne vous condamnez pas pour avoir été distrait. Les distractions sont naturelles. Elles viennent et s'en vont. Malgré ce sage conseil, vous allez vous surprendre en train de vous condamner. C'est également naturel. Observez simplement le processus de condamnation comme une distraction de plus et revenez à la respiration. Observez la succession des événements. Respiration, respiration. Apparition de la pensée constituant la distraction. Apparition de la frustration résultant de la pensée perturbatrice. Autocondamnation pour la distraction. Observation de la condamnation. Retour à la respiration. Respiration, respiration. Il s'agit d'un cycle bien naturel, d'un mouvement régulier. Si vous le faites correctement, l'important est la patience. Si vous pouvez apprendre à observer ces distractions sans vous impliquer, cela devient facile. Vous glissez sur les distractions et votre attention retourne à la respiration. Bien sûr, la même distraction peut réapparaître un instant après. Si c'est le cas, observez-la simplement attentivement. Il s'agit d'une formation mentale ancienne, solidement établie. Elle peut durer un bon moment, parfois des années. N'en soyez pas irrité. C'est également naturel. Observez simplement la distraction et revenez à la respiration. Ne luttez pas avec ces pensées distrayantes. Ne vous tendez pas. Ne les combattez pas. C'est inutile. Toute dose d'énergie que vous appliquez à la résistance entre dans la formation de pensée et la rend d'autant plus forte. Aussi, n'essayez pas de forcer ces pensées à sortir de votre esprit. C'est une bataille que vous ne pourrez jamais gagner. Observez simplement les distractions attentivement et elles finiront par s'en aller. C'est étrange, mais plus vous leur appliquez de l'attention pure, plus elles s'affaiblissent. Observez-les suffisamment longtemps et suffisamment fréquemment avec l'attention pure et elles disparaîtront pour toujours. Luttez avec elles et elles gagnent en force. Observez-les avec détachement et elles s'évanouissent. L'attention est une fonction qui désamorce les distractions de la même façon qu'un expert en munitions désamorcerait une bombe. Les distractions faibles sont désamorcées par un simple regard. Que la lumière de la conscience sans ego les éclaire, et elles s'évanouissent immédiatement pour ne jamais revenir. Les formations de pensée profondes, établies, habituelles, demandent une attention constante, appliquée, de manière répétée, aussi longtemps qu'il est nécessaire, pour rompre leur étreinte. Les distractions sont véritablement des tigres de papier. Elles n'ont pas de pouvoir propre. Elles doivent être constamment nourries, sinon elles meurent. Si vous refusez de les alimenter de votre propre peur, de votre colère ou votre intérêt, elles s'évaporent. L'attention est le plus important aspect de la méditation. C'est la chose primordiale que vous essayez de cultiver. Aussi, n'y a-t-il réellement aucun besoin de lutter contre les distractions. Le point crucial est d'être conscient de ce qui se passe.
non de contrôler ce qui se passe. Souvenez-vous que la concentration n'est qu'un outil. Elle est secondaire par rapport à l'attention pure. Du point de vue de l'attention, il n'existe à vrai dire aucune distraction. Quoi que ce soit qui apparaisse dans le mental est vu comme une occasion de plus de pratiquer l'attention. La respiration n'est qu'un foyer arbitraire de focalisation utilisé comme objet primaire. Les distractions, quant à elles, sont utilisées comme des objets secondaires. Elles constituent certainement une part tout aussi grande de la réalité que la respiration. En fait, l'objet sur lequel porte l'attention n'a que peu d'importance. Vous pouvez être attentif à la respiration ou vous pouvez être attentif à la distraction. Vous pouvez être attentif au fait que votre mental est au repos et que votre concentration est forte, comme vous pouvez être attentif au fait que votre concentration est en miettes et que votre mental est en pleine confusion. Maintenez simplement cette attention et la concentration viendra. Le but de la méditation n'est pas de se concentrer sur la respiration sans interruption pour toujours. Ce serait sans intérêt. Ce n'est pas non plus de développer un mental parfaitement calme et serein. Bien qu'il s'agisse d'un état merveilleux, il ne conduit pas en lui-même à la libération. Le but est d'arriver à l'attention ininterrompue. Celle-ci et uniquement celle-ci produit l'illumination. Les distractions se produisent en tout genre, en toute couleur et en toute taille. La philosophie bouddhiste les a classées en différentes catégories. L'une d'elles est celle des empêchements. Ils portent ce nom car ils bloquent le développement des deux composantes de la méditation que sont la concentration et l'attention. Mais il est bon d'utiliser ce terme avec quelques précautions. Le mot « empêchement » comporte une connotation négative, et s'il est vrai que nous voulons éliminer les états mentaux dont il s'agit, cela ne veut pas dire, cependant, qu'ils doivent être réprimés, évités ou condamnés. Prenons par exemple la convoitise. Nous souhaitons éviter de prolonger tout état d'avidité qui apparaît, car sa poursuite conduit à la dépendance et à la souffrance. Cela ne signifie pas que nous allons la repousser hors du mental lorsqu'elle apparaît. Nous refusons simplement de l'encourager à rester. Nous la laissons venir et nous la laissons partir. Lorsque le désir est d'abord observé avec l'attention pure, aucun jugement de valeur n'est porté. Nous prenons simplement du recul et observons son apparition. Toute la dynamique de l'avidité est simplement observée du début à la fin. Nous ne l'aidons pas, ne l'empêchons pas et n'interférons pas de la moindre manière. Elle reste tant qu'elle reste, et nous apprenons tout ce que nous pouvons à son sujet pendant qu'elle est là. Nous observons ses effets, constatons comment elle nous tourmente, comment elle porte atteinte aux autres. Nous observons de quelle manière elle nous maintient dans l'insatisfaction, constamment dans un état de frustration. À partir de cette observation directe, nous vérifions de manière certaine que le désir constitue une manière maladroite de fonctionner dans la vie, et cela n'a rien de théorique. Tous les empêchements sont traités de la même façon, et nous allons les examiner maintenant un par un. Désir. Supposons que vous ayez été distrait pendant la méditation par une expérience agréable. Il peut s'agir d'une imagination plaisante, d'une pensée de fierté, d'un sentiment d'amour-propre, d'une pensée d'amour ou même d'une sensation physique de bien-être issue de la méditation. Quoi qu'il en soit, il en résulte un état de désir d'obtenir ce à quoi vous avez pensé ou celui de prolonger l'expérience que vous êtes en train de faire. Quelle que soit sa nature, il convient de traiter le désir de la manière suivante. Remarquez la pensée ou la sensation lorsqu'elle apparaît. Remarquez l'état mental de désir qui l'accompagne comme une chose distincte. Notez l'étendue ou le degré exact de ce désir. Ensuite, remarquez combien de temps il dure et quand il disparaît finalement. Lorsque vous avez fait cela,
reportez votre attention sur la respiration. L'aversion. Supposons que vous ayez été distrait par une expérience négative, quelque chose dont vous avez peur, une inquiétude harcelante, une sensation de culpabilité, de dépression ou de douleur. Quelle que soit la substance réelle de la pensée ou de la sensation, vous vous retrouvez en train de la rejeter ou de la réprimer, en train d'essayer de l'éviter, d'y résister ou de la refuser. La manière d'opérer est essentiellement similaire. Observez l'apparition de la pensée ou de la sensation. Remarquez l'état de rejet qui apparaît avec elle. Mesurez l'étendue ou le degré du rejet. Voyez combien de temps il dure et quand il disparaît. Ensuite, reportez votre attention sur la respiration. Léthargie. La léthargie se produit à des degrés divers d'intensité, allant d'une légère somnolence à une totale torpeur. Nous parlons ici d'un état du mental et non d'un état physique. L'envie de dormir ou la fatigue physique est quelque chose de très différent qui serait considéré dans le système de classification bouddhiste comme une sensation d'ordre physique. La léthargie mentale est en étroite relation avec l'aversion, en ce sens qu'il s'agit d'un des procédés utilisés par le mental pour éviter les sujets qui lui sont désagréables. C'est une sorte de déconcentration de l'appareil mental, un engourdissement de l'acuité sensorielle et cognitive, un état de stupeur se faisant passer pour du sommeil. Le cas peut être difficile à traiter, car la léthargie est directement contraire à l'attention. Néanmoins, cette dernière est également le remède contre cet empêchement, et la manière de procéder est la même. Notez l'état de torpeur quand il apparaît, son étendue ou son degré. Observez quand il se produit, combien de temps il dure et quand il disparaît. La seule chose spéciale ici est l'importance particulière que joue le fait d'attraper le phénomène de bonheur. Il est important de le saisir à sa naissance et d'appliquer immédiatement de larges doses de conscience pure. Si vous le laissez démarrer, sa vitesse de croissance dépassera probablement votre pouvoir d'attention. S'il gagne, le résultat est l'engourdissement ou le sommeil. L'agitation. Les états d'impatience et d'anxiété sont des expressions de l'agitation mentale. Votre mental se précipite constamment sur de nouveaux objets, refusant de s'établir sur quoi que ce soit. Il passe constamment d'un sujet à l'autre. Le remède contre cet état se trouve dans la même séquence de base. L'agitation donne un certain sentiment à la conscience. Vous pourriez appeler cela une texture ou une couleur. Quel que soit le nom que vous lui donniez, ce sentiment d'instabilité est là, comme une caractéristique définissable. Recherchez-le. Une fois que vous l'aurez trouvé, notez quelle est son intensité. Notez quand il apparaît, notez sa durée, et voyez quand il disparaît. Reportez ensuite votre attention sur la respiration. Le doute. Le doute est ressenti d'une manière particulière dans la conscience. Les textes palis le décrivent très bien. C'est le sentiment éprouvé par un homme perdu dans le désert qui arrive à un croisement sans poteau indicateur. Quel chemin doit-il prendre? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Alors il reste là à hésiter. L'une des formes prises par le doute dans la méditation est celle d'un dialogue intérieur de ce genre. Qu'est-ce que je fais là, assis sur ce coussin? Est-ce que cela me mène quelque part? Bien sûr que oui, le livre dit que c'est excellent. Mais non, c'est idiot, je perds mon temps. Mais je n'abandonne pas. J'ai dit que je le ferais et je vais le faire. Je m'entête, peut-être pour rien. Ah, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ne vous faites pas prendre à ce piège. Il s'agit d'un des empêchements essentiels, un des écrans de fumée créés par le mental pour vous empêcher de faire la chose la plus terrible au monde, devenir véritablement conscient de ce qui se passe. Pour traiter le doute,
Prenez simplement conscience de cet état d'hésitation en tant qu'objet d'investigation. N'entrez pas dans le piège. Reculez et regardez-le. Voyez quelle est sa force. Voyez quand il apparaît et combien de temps il dure. Ensuite, observez son effacement et revenez à la respiration. Voilà le schéma général que vous allez utiliser pour toute distraction. Par distraction, souvenez-vous que nous voulons parler de tout état mental qui apparaît et empêche votre méditation. Certains d'entre eux sont très subtils. Aussi est-il utile de dresser une liste de quelques possibilités. D'abord les états négatifs, relativement faciles à repérer, l'insécurité, la peur, la colère, la dépression, l'irritation et la frustration. L'envie et le désir sont un peu plus difficiles à déceler, car ils peuvent concerner des choses que nous considérons normalement comme vertueuses ou nobles. Nous pouvons éprouver le désir de nous perfectionner, ressentir l'envie d'une plus grande vertu, développer même un attachement pour la béatitude issue du processus de la méditation elle-même. Il est difficile de nous détacher de sentiments de cette qualité, mais en fin de compte, il ne s'agit encore que de désir. C'est un désir de gratification et une façon astucieuse d'ignorer la réalité de l'instant présent. Les plus difficiles de tous sont ces états du mental réellement positifs qui viennent se faufiler dans votre méditation. Le bonheur, la paix, le contentement intérieur, la sympathie et la compassion pour tous les êtres, où qu'ils soient. Ces états sont si doux, si bienveillants, que vous pouvez à peine supporter de vous en détacher. Vous avez le sentiment d'être un traître vis-à-vis de l'humanité. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Nous ne conseillons ni de les rejeter, ni de devenir des robots sans cœur. Nous vous invitons simplement à les voir pour ce qu'ils sont, des états du mental. Ils vont et viennent, apparaissent et disparaissent. À mesure que vous poursuivez votre méditation, ils apparaîtront plus fréquemment. La solution est de ne pas s'y attacher. Voyez-les simplement à mesure qu'ils apparaissent. Voyez ce dont il s'agit. Quelles sont leurs forces et leur durée. Ensuite, observez leur disparition. Il ne s'agit de rien d'autre que du spectacle changeant de votre univers mental. Tout comme la respiration, les états mentaux se produisent par phases. Chaque respiration a un commencement, un milieu et une fin. Tout état mental a une naissance, une croissance et une désintégration. Vous devez vous efforcer de voir ces phrases clairement. Toutefois, ce n'est pas facile. Comme vous l'avez déjà remarqué, chaque pensée, chaque sensation commence dans la partie inconsciente du mental et ne s'élève qu'ensuite à la conscience. Généralement, nous n'en devenons conscients qu'après qu'elle y ait demeuré un certain temps. En fait, nous ne devenons normalement conscients des distractions que lorsqu'elles ont déjà relâché leur emprise sur nous et qu'elles sont en train de disparaître. C'est à ce point que nous sommes frappés par la prise de conscience soudaine du fait que nous étions quelque part en train de rêver tout éveillés. Bien évidemment, c'est beaucoup trop tard. Nous pourrions appeler ce phénomène « attraper le tigre par la queue ». Et c'est très maladroit. Tout comme pour affronter une bête féroce, nous devons approcher les états mentaux de face. Patiemment, nous apprendrons à les reconnaître à mesure qu'ils s'élèvent de zones progressivement plus profondes du mental. Étant donné que les états mentaux s'élèvent d'abord dans l'inconscient, pour saisir leur apparition, il faut élargir votre conscience en profondeur jusque dans cette zone inconsciente. C'est difficile car vous ne pouvez pas voir en bas ce qui se passe. Tout au moins, pas de la même manière que vous pouvez voir une pensée consciente. Mais vous pouvez apprendre à développer un sens des mouvements, à opérer par une sorte de sens mental du toucher. Cette capacité vient avec la pratique. Elle est un des effets du calme profond, de la concentration qui ralentit l'apparition des états mentaux et vous donne le temps de sentir chacun d'eux s'élevant de l'inconscient avant même que vous ne les voyiez dans la sensibilité. La concentration vous aide à étendre votre conscience
et à la faire descendre jusque dans cette zone sombre et bouillonnante où commencent pensée et sensation. À mesure que votre concentration s'approfondit, vous développez la capacité de voir apparaître lentement les pensées et les sensations, comme des bulles séparées, distinctes les unes des autres, avec des espaces entre elles. Elles montent de l'inconscient, puis s'éloignent et disparaissent. L'application de la conscience neutre aux états mentaux est une opération de précision. C'est particulièrement vrai pour les émotions et les sensations. Il est très facile d'ajouter quelque chose à la sensation, au-delà de sa réalité absolue. Mais il est tout aussi facile de rester en deçà, de n'en saisir qu'une partie et non la totalité. L'idéal est d'expérimenter chaque état mental complètement et exactement tel qu'il est, sans rien y ajouter, ni rien en retrancher. À titre d'exemple, prenons une douleur à la jambe. C'est un flux pur de sensations qui est réellement présent. Il change constamment, n'est jamais stable, se déplace d'un endroit à un autre, et son intensité croît et décroît. La douleur n'est pas une chose, c'est un événement. Il n'y a aucun concept à y ajouter ni à y associer. Une conscience pure et non obstruée de cet événement l'expérimentera comme un flux d'énergie sans plus. Aucune pensée, aucun rejet. Simplement l'énergie. De bonne heure, dans notre pratique, il nous est nécessaire de repenser nos opinions sous-jacentes concernant le monde des concepts. La plupart d'entre nous avons obtenu des honneurs à l'école, des résultats heureux dans notre vie grâce à notre habileté à manier les phénomènes du mental, les concepts, de façon logique. Nous considérons que nos carrières, une bonne part de notre succès dans la vie quotidienne, nos relations agréables sont en majeure partie le fruit de cette capacité. Mais maintenant, en développant l'attention, nous suspendons temporairement le processus de conceptualisation et nous nous concentrons sur la pure nature des phénomènes mentaux. Pendant la méditation, nous cherchons à expérimenter le mental au stade préconceptuel. Méditer au quotidien du vénérable Enepola Gunaratana s'arrête ici pour laisser place au prochain chapitre. Je vous souhaite de belles méditations et je vous dis à bientôt.